19h sur la première. Yarana, bienvenue dans cette édition d'information consacrée en grande partie aux élections législatives. Les premières analyses de ce scrutin et les premières réactions, c'est maintenant. Voici les titres. C'est un véritable strike de bowling que le Tavini Huir Attira réalise en remportant les 3 sièges au Palais Bourbon. Une victoire d'une ampleur inouïe que même les plus optimistes cadres du parti n'avaient osé espérer. Nous reviendrons sur cette première historique dans l'histoire politique de notre pays avec nos 3 députés fraîchement élus. Ils nous font l'honneur d'être nos invités ce soir. Un scrutin qui se solde par une lourde défaite pour le chef de la majorité locale. Le Tapura Huir Attira fait pâle figure. Plus de 14 000 voix le séparent du parti indépendantiste. Lourd revers aussi pour la coalition Ensemble en Outre-mer et au plan national. La gauche et les candidats de la NUP sont largement en tête dans les Outre-mer, notamment dans des territoires qui avaient placé Marine Le Pen en tête du second tour de la présidentielle. Et nos athlètes décrochent des médailles d'or à Saipan en VA. Les Tahitiens démontrent une fois encore qu'ils sont les rois de la discipline. Et enfin, ce dimanche est une journée spéciale pour ceux qui remportent déjà tous les suffrages, les papas. Chaque année depuis 1952, le 3e dimanche de juin, ils sont à l'honneur. Nous verrons comment ils sont célébrés à Rangiroa. La majorité des votants a donc choisi de faire confiance à 3 députés souverainistes ou indépendantistes au choix à l'Assemblée nationale. 61 438 électeurs ont glissé un bulletin bleu dans leur enveloppe. Voici comment ils sont répartis sur les 3 circonscriptions. Temat Le Gaïk, Steve Chaillot et enfin Moetei Broderson sont les grands vainqueurs de ce second tour. Cela n'était pas prévu au programme. Natacha Silagi. Les indépendantistes l'emportent 3-0, désert de 2004. 3 élus, ça nous permet de travailler. Ensemble Ensemble, c'est ça, avoir le même objectif. Et c'est quoi cet objectif? C'est d'aller vers l'indépendance? Non, c'est de la préparer, c'est de la préparer. Le Tapura perd à Papeete, le Tavini en tête, une première depuis 40 ans. Ce n'est pas serré, la majorité s'incline largement. Je suis une grande démocrate. Je félicite d'ores et déjà Temat pour le résultat réalisé sur Papeete, mais également sur les autres communes. C'est plus serré sur l'ensemble de la première circonscription, même si Nicole Bouteau l'emporte aux Marquises et au Tuamotu. Elle perd à Aroué et à Moréa. Plus de 600 voix d'avance au final pour le candidat Tavini. Il reste beaucoup à faire. On a dénoncé beaucoup de choses. Ce pays, vous le savez tous, vit une situation économique difficile. Encore plus d'écart dans la 2e circonscription. Le candidat Tavini l'emporte avec 6 000 voix d'avance. 70% des voix à Papara et même 62% des voix à Paea, fief de la candidate autonomiste. La population de Paea m'a adopté tout simplement. Tout simplement, ce n'est pas juste une question de Tavana, mais je pense qu'il faut leur demander « Vous m'avez adopté ?» Oui. Je m'attendais effectivement à un regroupement tous contre le Tapura Huir Attira. Je pense que c'est ce qui s'est passé ce soir et c'était difficile de lutter contre cette coalition. C'est à Faa que le Tavini réalise son plus beau score. 77% pour le député sortant. À Punaouia, Moetei Broderson l'emporte aussi. Comme à Bora Bora, plus de 60% des voix pour le candidat indépendantiste. Il ne faut pas oublier quels sont les objectifs qu'on a et puis aussi la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui parce que c'est un immense espoir qui est né. Là, je continue mon mandat communal, ça c'est clair, jusqu'en 2026 et après on verra. Le report de voix, plus les nouveaux votants du second tour, plus le vote sanction contre le Tapura, ont eu raison des 3 candidats autonomistes. Tous les autres candidats qui étaient opposés à nous au premier tour, aujourd'hui, épousent la thèse de l'indépendance. Et nous étions les seuls avec nos candidats à continuer à dire que sans la France, la Polynésie française connaîtra d'autres problèmes, mais beaucoup plus graves. Une configuration pas prévue du tout du côté de la majorité. Plus de 61 000 électeurs ont voté pour les 3 candidats indépendantistes. Il faut déjà penser au territorial.
Dans la première circonscription, le candidat indépendantiste Temat El Gaïk arrive en tête avec 50,88% des suffrages exprimés face à Nicole Bouteau, représentante de la coalition présidentielle Ensemble. À 21 ans seulement, le prétendant soutenu par la NUP remporte l'élection sur un fil. Depuis hier soir, il fait la une des médias nationaux car il est le plus jeune député élu de l'histoire de la Ve République. Caroline Fari-Jérôme-Ly. L'accolade d'une victoire historique. Le leader indépendantiste Oscar Temaru félicite son plus jeune poulain. Au siège du Tavini Huiratira, c'est l'émotion après la déferlante bleue du deuxième tour. Un pari gagné pour la jeunesse polynésienne. J'ai vu la jeunesse de notre pays se déplacer ce matin et beaucoup m'ont dit « Fais gaffe parce que tu ne seras pas le seul demain à être en politique » et je leur ai dit « Chiche, on prend le pari et on se lève pour faire de la politique ensemble ». Issu d'une famille chrétienne, c'est au temple protestant de Papeete que le député Temat El Gaïk se rend au lendemain de son élection. On remercie le Seigneur et on remet notre mandat aux mains du Seigneur pour qu'il puisse nous accompagner pendant ce mandat. Vous êtes très pratiquant? Oui. Originaire de Tupuai, dans l'archipel des Australes, le jeune Temata grandit dans un contexte familial autonomiste proche de Gaston Floss. Mais en 2020, il décide d'épouser la cause indépendantiste et entraîne ses parents dans son sillage. Son engagement politique saura aussi convaincre les électeurs, une fierté pour ses proches. C'est plus qu'une fierté, c'est un miracle qui nous tombe dans la famille. Il a toujours été représentant des étudiants au sein de l'établissement du lycée Tuyano Le Gaïk. Et on a vu qu'il avait un gros potentiel, un gros caractère. Il a toujours cru à ce qu'il faisait. Donc, avec son père, on l'accompagnait et on croyait ce qu'il faisait jusqu'à hier au soir. Et là, c'était la joie. Plusieurs fois primé lors des concours de déclamation et de danse tahitienne, il devient un orateur hors pair, défenseur d'une citoyenneté Maheuil. À 21 ans, Temata El Gaïk symbolise aujourd'hui une double réussite, celle du parti souverainiste et d'une jeunesse prometteuse en quête de renouveau politique. Et on en parle avec lui tout de suite. Temat El Gaïk, Yorana. Yorana et Yorana Tomaohino. Merci d'être sur Polynésie la première. Félicitations d'abord. Ce soir, est-ce que vous réalisez déjà que vous êtes le plus jeune député de la Ve République? Pendant les 5 mois où on battait campagne et où il fallait moralement tenir les troupes et leur dire que oui, on allait potentiellement gagner, donc il fallait déjà se mettre dans la tête que peut-être que j'allais être le député le plus jeune de l'histoire de la République, de quelques mois, puisque j'ai un collègue de Val-de-Marne qui a aussi 21 ans et qui est un tout petit peu plus vieux de 2 mois, je crois. Donc, on est les plus jeunes députés de la Ve République. Vous y croyez déjà un petit peu. Donc, depuis hier soir, je le disais, vous faites la une des médias nationaux puisque vous battez le record du plus jeune député détenu jusque-là par Marion Maréchal. Comment est-ce que vous vivez cette célébrité soudaine ? L'objectif, c'est les dossiers. Là, on est en train de préparer notre départ. Il y a toute la paperasse administrative à faire. Il faut choisir donc notre groupe, les bureaux, les sièges, les premiers dossiers. Il y a cette réforme constitutionnelle qui approche. Vous n'y êtes pas encore réellement. Vous n'y êtes pas encore réellement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette célébrité, pour l'instant, vous n'y pensez pas trop. Je suis content, mais ça ne me guide pas dans ce que je fais. Le plus important sont les dossiers. Comme Moueté l'a rappelé dans la vidéo, il y a aujourd'hui une charge qui est sur notre dos à tous les trois parce qu'il y a ce renouveau. C'est pour que c'est dommage de faire des comparaisons politiques en disant que si ils ne sont pas passés au second tour, ils ont viré de l'autre côté pour barrer la route du groupe majoritaire. Non, il y a eu un mouvement pour plus de démocratie, pour une alternance politique. Et ce mouvement, il faut qu'on prenne cette charge parce qu'il y a en face beaucoup d'attentes.
Et donc, il faut être très vite sur le terrain. On l'a entendu, Edouard Fritsch dit que sans la France, la Polynésie connaîtrait encore plus de problèmes beaucoup plus graves. Est-ce que pour vous, c'est une réalité ou c'est un vieux discours? Le problème, c'est qu'il n'y a que M. Edouard Fritsch qui, depuis le premier tour jusqu'à aujourd'hui, pense que c'est un combat pour ou contre l'indépendance. C'est une élection législative. D'ailleurs, on l'a vu, c'est peut-être la faiblesse qu'a eu nos adversaires, c'est qu'ils se sont alignés sur nos sujets finalement. Et ce n'est pas le cas, Moïté Broderson. Ce n'était pas un combat, ce n'était pas le combat des indépendantistes contre les autonomistes. Non, c'était le combat d'une vieille vision de la politique dont tout le monde a marre, en fait, contre une nouvelle vision qui est incarnée par deux très jeunes et un petit peu moins jeune. Alors justement, c'est un petit peu le renouveau du Tavini Huir Atira. Steve Chayou, vous êtes entré au Tavini Huir Atira en 2018, par exemple. Aujourd'hui, face à ces discours, comment est-ce que vous allez tenter de changer cette mentalité qui existe en Polynésie depuis 30 ans, il faut le constater? Déjà, je déplore le fait que le président du pays a une posture un peu schizophrénique, c'est-à-dire qu'il confond ses fonctions de président de la Polynésie française et ses fonctions de président du Tapura Huir Atira. Ce que nous avons assisté là, c'est un discours du président d'un parti politique. Or, c'est ça aussi, c'est ça qu'il n'a pas compris justement au travers des résultats qui sont sortis, c'est que notre peuple, tout simplement, on en a assez justement de ces vieilles méthodes, de ces vieux discours où à chaque fois on nous ressort les mêmes arguments, le même épouvantail, les mêmes exemples. Aujourd'hui, je pense qu'en 2022, on a compris beaucoup mieux les choses par rapport à la question de l'autodétermination et notre population est beaucoup plus consciente et c'est le résultat aussi de notre élection aujourd'hui. Mais c'est malgré tout aussi un vote sanction contre le gouvernement d'Edouard Fritsch. Donc finalement, le titre de président du Tapura Huir Atira et président du pays vont un petit peu ensemble. Pas dans ma vision, en tout cas. Dans ma vision, quand on est un président du pays, le président de la Polynésie française, on est le président de tous les Polynésiens, qu'on soit autonomiste ou indépendantiste. Quand on est président de la Polynésie française, on n'agite pas l'épouvantail en disant « Ouh, attention, ça fait peur, c'est la misère arrive ». Non, quand on est président de la Polynésie française, il faut rassembler son peuple et il faut l'apaiser. Et malheureusement, l'attitude de notre président ne va pas dans ce sens. Merci beaucoup à tous les trois pour ces premières réponses. Nous allons revenir ensemble un peu plus tard, puisque après cette victoire du camp indépendantiste, la population est partagée entre joie et stupéfaction. Pour certains, c'est l'abstention qui a fait basculer la victoire du côté bleu ciel. On écoute ces réactions recueillies par Hayar Itahiata et Mirko Vanfou. On est drôlement surpris par le résultat. 3 Tavini, aucun Tapura. Donc c'est peut-être un signe aussi pour le gouvernement actuel. Pour les territoriales prochainement. Oui, un peu de changement, ça va pas faire de mal. Et puis la jeunesse, bon, peut-être que le parti Orange, ils auraient dû investir ou trouver des jeunes un peu motivés comme le GAIC et compagnie. Bon, on verra. Je suis surpris parce que je pensais qu'il y en aurait au moins une qui passerait là, Nicole Bouteau. Bon, après, c'est le peuple qui a décidé, mais je pense que c'est les abstentions qui ont surtout joué en la défaveur du Tapura. C'est une surprise, vraiment. Je ne pensais pas que les 3 allaient passer. C'est vraiment une surprise. Oui, je suis content. Les 3 Tavini. Ah non, on est bien content. C'est ça, nous, on veut. Parce qu'il fait bien pour le Fénois. Parce que moi, je veux bien pour les enfants. L'avenir à les enfants, parce qu'il faut la terre pour les enfants. C'est ça, moi, je veux bien. Ah, moi, je suis heureux. Les trois candidats du Tavini sont sortis. Ah oui, ils sont vraiment intelligents, les 2 jeunes. On a besoin qu'on leur donne la chance. Oui, ça se sentait déjà. Et en plus, de toute façon, c'est la jeunesse. Et en plus, pendant leur débat, ils ont assuré. Franchement, magnifique, j'adore. Comme Oscar avait toujours parlé de l'indépendance, moi, j'espère qu'on ne va pas partir dans ce sens. Sinon, il n'y aura plus rien qui va arriver à Tahiti. Quoi. Tout le monde va... Je crois. Après, j'espère qu'ils ne traiteront pas que les sujets pour l'indépendance, pour ces trucs-là, qui travailleront vraiment pour le peuple polynésien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème pour moi.
Et dans la deuxième circonscription, la maîtrise et la connaissance des dossiers n'ont pas suffi à Tepuaror Iter Ithei pour l'emporter. Steve Chayou la relègue au second plan. 6000 voix séparent les deux opposants. À 36 ans, ce professeur de Reumaohi et anthropologue incarne avec Temat Eilugaïk le renouveau du parti indépendantiste. Aujourd'hui, il savoure sa première journée en tant que député auprès des siens. Mereini Gamblin et Patita Savea. Derrière chaque grand homme se cache une femme, dit le proverbe. Pour Steve Chayou, c'est sa mère. Cette victoire, il la lui doit. Que ça soit député ou d'autres choses encore, je suis fière. Depuis, je disais souvent, je suis fière de toi. Ma maman a toujours été là, elle m'a toujours soutenu, elle m'a toujours encouragé. Et ensuite, quand j'ai fait ma reconversion en politique, elle a toujours été là pour intercéder pour moi et pour prier tout simplement pour son petit garçon. C'est pour ma famille, ma maman particulièrement, pour mon papa qui n'est plus de ce monde. C'est donc tout naturellement qu'il partage ses premiers instants en tant que député avec ses proches, mais aussi avec ceux qui le soutiennent depuis le début de la campagne. Parmi eux, la femme de Jackie Graff, à qui il a promis une chose. Yata, l'épouse de Tavana, m'avait raconté une petite anecdote qui m'avait profondément touché. Et à partir de ce moment-là, je m'étais dit à l'intérieur de moi-même que si jamais j'allais être élu député, le premier geste que je voulais faire, c'était de venir me recueillir devant la tombe de Tavana pour lui adresser mes respects. Il tient sa promesse. Ce matin, il a déposé une gerbe sur la tombe de l'ancien maire de Paea. Je lui ai raconté qu'est-ce qui s'est passé pour mon époux. Suite à la venue de Macron dernièrement, personne est venu m'appeler, et voilà, on te dépose un bouquet, une gerbe, bien, je sais pas, une couronne, juste en mémoire de cet homme-là. Et je remercie Steve pour cette journée-là, qui va rester dans ma mémoire. Au-delà des divergences politiques, un message d'union, de lien entre les générations. Steve Chayou, vous êtes élu député à 36 ans, indépendantiste de surcroît. Est-ce que vous vous y attendiez? Pourquoi de surcroît? Parce que ce n'était jamais arrivé. Vous êtes le deuxième indépendantiste à franchir le Palais Bourbon après Moïtai Broderson. Tout à fait, non, mais c'est une joie effectivement d'avoir remporté ce scrutin-là parce que nous sommes y allés avec nos tripes et nos convictions. Nous n'avons pas utilisé des moyens d'une ancienne époque, mais nous sommes allés, de par notre jeunesse, de par nos âges, de par nos expériences et nos compétences, nous avons réussi à conquérir et à surtout initier un renouveau, un souffle nouveau dans notre population et je pense que c'est quelque chose de positif. Au-delà même du fait qu'on soit autonomiste ou indépendantiste, on a vraiment créé une dynamique pour justement un peu respirer dans notre vie politique tahitienne. Alors, 6000 voix vous séparent de votre opposante contre plus de 1000 au premier tour. À votre avis, qu'est-ce qui a changé en 2 semaines? Est-ce que votre discours a réellement séduit ou est-ce que vous devez cela à un vote sanction contre le gouvernement en place? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, effectivement, et je pense qu'il y a effectivement le facteur du vote sanction, et c'est pour ça que je veux remercier maintenant tous nos partenaires, en tout cas tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui nous ont soutenus, les militants de Aheria Polynesia, du Amuit Heira, de tous les autres partis politiques, les Polynésiens de cœur, de souche ou d'adoption qui nous ont soutenus. Mais au-delà de ça, il y a aussi une lassitude au niveau de notre population par rapport à une vieille façon de faire de la politique, à une vieille méthode, à de vieux discours coincés dans les années 90 et qui n'ont pas évolué. Et malheureusement, quand on entend le président du Tapurahuir Attila s'exprimer, on entend encore ces vieux discours-là qui, justement, ne fait plus écho dans notre population. Je pense que la leçon à tirer de ces élections-là, c'est qu'il faut se mettre à jour, tout simplement. Mais nous venons d'entendre des réactions d'habitants, justement, qui disaient que tant que vous ne demandez pas l'indépendance, cela leur convient. Moïtai, finalement, cette étiquette est difficile à vous détacher, à la détacher. Moi, ce n'est pas une étiquette, c'est un drapeau que je tends fièrement. Je suis fier d'être indépendantiste, mais je suis avant tout fier d'être polynésien et je n'ai aucune animosité envers mes amis, mes frères, mes cousins. Qu'est-ce que vous répondez à ces habitants
qui craignent finalement l'indépendance? Je les invite à venir nous rencontrer et puis à discuter. Vous savez, nombre de jeunes, notamment, qui, il y a quelques années encore, ou quelques mois, étaient dans ce schéma de l'indépendance misère. On a entendu ce jeune dire, si jamais on est indépendant, il n'y a plus rien qui arrive. Bien, ils sont venus nous rencontrer, on leur a expliqué comment ça se passait, et que la plupart des pays dans le monde étaient des pays indépendants. Et voilà, donc il y a eu une diabolisation pendant des années. Il y a eu une superposition également du combat indépendantiste et du combat antinucléaire qui a beaucoup joué dans cette diabolisation. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à parler de ces choses-là de manière sereine entre Polynésiens sans tomber dans les excès, dans les caricatures et dans les épouvantails. Temathei, vous, en tant que jeune élu, est-ce que selon vous, 3 députés indépendantistes à Paris signifie que les Polynésiens souhaitaient vraiment un changement ou est-ce qu'ils souhaitent l'indépendance? Alors d'abord, ils ont souhaité une alternance politique parce que ça ne fait pas que presque 10 ans que le Tapura Huir Atira est au gouvernement. Ils sont aussi en majorité à l'Assemblée de Polynésie. Ils sont aussi en majorité avec les parlementaires et aussi dans les communes. Donc ils ont d'abord voulu une alternance politique, un changement de méthode, d'axe politique. Il y a des secteurs prioritaires, l'emploi, le foncier, où finalement, peut-être pour des raisons électoralistes, ils se sont, dans les dernières semaines, mis sur ces sujets-là. Mais surtout, la question de l'indépendance, ce qu'ils ont compris, en tout cas, c'est la raison pour laquelle nous sommes tous les 3 aujourd'hui ce soir, c'est la question de notre dépendance à la France et notre relation à la France. Ils ont compris que l'indépendance, ça ne veut pas dire se couper de la France, mettre un mur et on ne se parle plus, il n'y a plus de coopération. Non, c'est qu'on passe d'une vision où on est subordonné, une vision de subordination où on dépend de la France, à une vision de coopération d'égal à égal, d'État à État. Et c'est là où les Polynésiens, je pense, ont voulu que 3 indépendantistes soient en France pour ne plus que tout soit décidé de la France, mais qu'il puisse y avoir un rééquilibrage. Donc, miser sur des jeunes candidats était donc un pari réussi pour le Tavini Huir Atira. Un sentiment de tristesse parce qu'on ne mérite pas ces résultats, a déclaré député Edouard Fritsch. Le président autonomiste voit dans cet exploit un front anti-Tapura. Nicolas Suir, Hubert Liao. C'est une défaite historique pour les membres du Tapura. Ils ont fait face à une coalition de tous les autres partis s'étant présentés aux législatives. Ils fustigent cet amalgame d'autonomistes et d'indépendantistes rassemblés sous la bannière du Tavini. Le message qui est envoyé, c'est qu'effectivement, bien voilà, on est certainement aujourd'hui dans un processus où 3 indépendantistes à Paris, Oscar l'a dit, Oscar Temerou l'a dit, eh bien le processus, la demande en fait de pouvoir entraîner un processus d'autodétermination pourrait être enclenché. C'est aussi la responsabilité, en tout cas pour moi, la responsabilité du travail du député dans ce lien avec le partenariat État-pays qui est fondamental pour notre pays, pour les communes. Donc mon souhait, c'est qu'effectivement on puisse poursuivre ce travail. Je pense que le premier souci aujourd'hui n'est pas le souci de l'indépendance, mais c'est d'abord le souci d'aider notre Fénois à traverser la situation difficile que nous vivons et que nous allons continuer à vivre, en particulier avec la hausse des prix. Qui sera difficilement contenable sans mesure d'aide de la part de la France. À Bora Bora, pour Gaston Tangsang, les résultats sont satisfaisants. Pas de quoi s'inquiéter pour les territoriales 2023. En étant seul à avoir 48%, et je pense que c'est de bon augure pour les territoriales. Edouard Fritsch, quant à lui, envisage tous les scénarios possibles après cette cuisante défaite. Parce qu'ils ont gagné. Mais je tiendrai compte de tout cela, bien sûr, pour préparer les territoriales de 2023. Parce que si le Tapura venait à perdre les territoriales de 2023, effectivement, on peut espérer à ce moment-là que le pays est sur la marche de l'indépendance. Les élections législatives sont désormais terminées. Le Tapura a 1 an pour se remettre en ordre de marche avant la bataille pour la gouvernance de la Polynésie française. Moïtei Broderson, on vient de l'entendre, le Tapura dit que cette victoire est un mauvais message pour Paris en pleine crise mondiale. Oui ou non? Je crois que c'est surtout un mauvais message pour le Tapura Huir Atira. Je crois qu'ils avaient prévu de prendre l'avion au grand complet ce soir et qu'ils ont annulé tous les billets. On aurait souhaité que le président Fritsch
s'élève au-dessus du débat et qu'il soit le président des Polynésiens et pas le président que des gens du Tapura. Et on aurait souhaité qu'il nous accompagne lors de cette session d'installation et qu'il nous explique quels sont les dossiers sur lesquels il veut qu'on puisse l'aider. Mais non, il considère que ces dossiers-là ne peuvent être traités que par des parlementaires Tapura Huiratira. C'est cette vieille vision obsolète de la politique. Alors aujourd'hui, vous dites que le Tapura pourra compter sur votre appui, clairement? On l'a dit, on l'a redit, c'est ce qu'on dit depuis 5 ans déjà. C'est ce que, vous savez, j'ai coopéré avec ma collègue Maïna Sach sur énormément de dossiers. On est des gens ouverts, on fait pas de l'anti-jeu. Merci, nous reviendrons avec vous un peu plus tard, puisque même émotion au sein des petits partis. Ceux qui s'étaient clairement positionnés sont heureux de constater que leur appel a été entendu. Pour les autres, la majorité présidentielle locale a des raisons de s'inquiéter. Les détails avec Mélissa Chang et Marcel Bonneau. Amo Orea, c'est le jeune Tematei Legaï qui arrive en tête dans 10 bureaux de vote sur 11. 3 députés indépendantistes, une première dans l'histoire politique polynésienne. Une victoire qui a du mal à passer du côté du président Edouard Fritsch. Je dois observer, comme tout le monde, que le report des voix des autres candidats malheureux et hypocrites se sont reportés sur le candidat du Tavini Huiratira. En d'autres termes, tous les autres candidats qui étaient opposés à nous au premier tour, aujourd'hui, épousent la thèse de l'indépendance. Et nous étions les seuls avec nos candidats à continuer à dire que sans la France, la Polynésie française connaîtra d'autres problèmes, mais beaucoup plus graves. Un résultat inédit, dû en partie à l'appel des candidats déchus au premier tour de faire barrage au Tapura Huiratira. Ce que l'on a compris de ce deuxième tour, que s'il y a un minimum de cohésion, d'unité, qui ressemble à une union pour la démocratie, il faut trouver un autre intitulé, une autre base dans laquelle tous les partis politiques qui ont envie de proposer une alternance puissent commencer à travailler dès maintenant sur cette alternance-là. Il ne faut pas attendre 3 jours avant les élections. C'est maintenant qu'il faut établir des bases et des discussions. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec Oscar il y a quelque temps entre les 2 tours. On va se revoir très bientôt pour ça. Pour Nui Haulore, les consignes ont été de laisser la population libre dans ses choix, mais le candidat Ahereia Polinetia souhaite alerter le président du gouvernement. Avant tout une défaite pour le président du pays, qui est depuis 2 ans dans un déni de réalité. À l'Assemblée, on l'a alerté à plusieurs reprises sur les mauvais choix qui étaient faits, et aujourd'hui, je pense qu'il en paie le prix. Et quand on voit le résultat en métropole aussi, avec l'absence de majorité présidentielle, on voit que finalement tout son axe de campagne, qui était de dire tous ensemble avec Macron, ne marche pas. Enfin, oui, c'est sûr, si on s'unissait, ça va être le même cas on aura le même résultat qu'hier soir. Mais je crois qu'on a besoin d'une troisième voie. Aujourd'hui, il y a le Tapura, il y a le Tavini, et il faudra une troisième voie avec une coalition de tous les partis qui va bien s'unir pour mettre en place un programme pour un réel développement de notre pays. Pour les candidats minoritaires au premier tour, les résultats d'hier soir soulignent une leçon dont il faudra tenir compte pour les prochaines élections territoriales. Et dans la 3e circonscription, Moetai Broderson devance largement Tuter Eitumahai. Plus de 8000 voix séparent les 2 représentants. Le député sortant qui réalise même un meilleur score qu'en 2017, 61,32% contre plus de 52% il y a 5 ans. Au lendemain du scrutin, Moetai Broderson s'est rendu au culte à Punauia avec ses proches, comme pour remercier le ciel pour cette victoire. Moetai Broderson qui a recueilli plus de 5000 voix dans le fief de Simplicio-Lisson. Moetai Broderson, vous vous êtes rendu au culte donc, ce matin. Edouard Fritsch, justement, a déclaré que l'Église protestante a joué un rôle majeur dans l'élection des 3 députés Tavini. Est-ce que c'est pour ça que vous vous y êtes rendu, pour remercier ses électeurs? Non, mon épouse et moi avons une affection particulière pour le temple protestant de Punavia, qui a une acoustique superbe. Et puis aujourd'hui, c'était les jeunes qui animait. Et c'est toujours extraordinaire de voir ces jeunes de 8 à 12 ans venir faire le Faituitura en Reo Tahiti avec une émotion, un enthousiasme extraordinaire. Et en plus, le sujet d'aujourd'hui, c'était le miracle.
Donc vous voyez, on est dans le sujet. Dans le thème. Vous affirmez donc que vous n'avez pas profité de ce vivier de voix? Oh, je ne sais pas si on en a profité. En tout cas, on n'a pas fait de, comment dire, on n'est pas allé pêcher des voix dans les églises. On est allé, vous savez, une campagne, c'est dur. C'est dur physiquement, c'est dur psychologiquement, et c'est, je pense, utile à tous les candidats d'avoir ces moments où on peut se ressourcer, simplement se poser et puis faire autre chose que penser chiffres, tactiques, etc. C'était un petit peu un moment d'évasion. Malgré tout, la réalité nous ramène aux élections. Selon les résultats de l'Hexagone, la NUP obtient 131 sièges, 245 pour la coalition Ensemble. Il vous faudra composer, quoi qu'il en soit, avec le parti d'Emmanuel Macron. À vous entendre ce soir, on comprend que vous accepteriez de faire des concessions ou en tout cas de mettre de côté vos convictions, puisque vous êtes prêt à travailler avec tout le monde. Non, il ne s'agit pas de mettre nos convictions de côté. Nos convictions, elles sont là, elles sont ancrées, elles sont connues de tous. Mais l'élection législative, c'est une élection particulière. Le rôle du député, c'est un rôle particulier. Et on en a une parfaite connaissance, et donc on ne confond pas les genres. Le combat pour l'autodétermination, l'indépendance, ça va se passer ici. C'est les Polynésiens eux-mêmes qui choisiront lors d'un ou plusieurs référendums dans un processus d'autodétermination. Ce n'est pas à l'issue des législatives qu'on va basculer dans l'indépendance misère, comme l'agite encore une fois le président Fritsch. Non, c'est pas du tout ça. Mais vous avez 5 ans pour agir. Est-ce que ce référendum, vous allez le demander durant ce mandat? Alors, la mise en place du processus, oui, on va la demander, puisque c'est une composante pour nous dans notre proposition de la citoyenneté maori. C'est à l'instar de ce qui s'est fait en Nouvelle-Calédonie. Vous savez que la citoyenneté calédonienne, elle repose sur à la fois un volet constitutionnel, donc là, il va y avoir la révision constitutionnelle en début de mandat, et puis il y a ce volet qui est le processus d'autodétermination avec la détermination d'un corps électoral spécial. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors, Steve Chayou, revenons sur l'économie. Par exemple, il y a la CPS qui est au bord du précipice pour renflouer les caisses. Est-ce que vous allez camper sur votre position selon laquelle l'État doit payer, selon vous, à la Polynésie ce qu'il doit au titre des essais nucléaires? Absolument, je pense que c'est tout à fait légitime et tout à fait normal de demander justement à l'État français de réparation par rapport aux dégâts qu'ils ont commis. C'est tout à fait logique et c'est plutôt l'inverse qui est illogique, c'est-à-dire d'aller ponctionner dans la poche des Polynésiens, quand bien même l'État nous doit ces 100 milliards. Donc c'est là aussi la différence de vision politique que nous avons entre nous qui sommes élus aujourd'hui et cette vision vieillotte du Tapura Huir Atira, qui est celle toujours de caresser l'État français dans le sens du poil et, à contrario, d'aller piocher dans la poche des Polynésiens, les Polynésiens qui sont aujourd'hui en situation de précarité. Quand on parle de l'autonomie, 40 ans d'autonomie où on nous a chanté les louanges de cette autonomie, on l'a entendu au débat la dernière fois, Madame Bouteau dire que l'autonomie était magnifique. Aujourd'hui, l'autonomie, c'est 55 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà le bilan de l'autonomie aujourd'hui. Donc vous allez aller un petit peu contre le gouvernement d'Emmanuel Macron en allant dire venez payer ce que vous devez à la Polynésie. Nous allons surtout aller défendre les intérêts du Fénois en premier, les intérêts du pays, les intérêts du peuple maori d'abord. Alors, Moetai Broderson, concernant votre loi sur la prise en charge et la réparation des conséquences des essais nucléaires, vous allez donc la resoumettre à l'Assemblée nationale dans un schéma de coalition. Est-ce que cela va être compliqué ou pas ? Ça va être certainement moins compliqué que dans un schéma d'hyper-majorité macronienne, puisque là, on va avoir de vrais débats. On ne pourra pas évacuer d'un revers de main des articles entiers. Et j'ai hâte d'avoir ce débat parce qu'on va travailler, on a déjà commencé avec mon équipe pour retravailler cette proposition de loi. On a entendu les critiques constructives, parce qu'il y a aussi des critiques qui sont dénuées de toute pertinence, mais les critiques constructives, on les a retenues et on va les intégrer. Et on va aussi intégrer des nouvelles demandes qui nous sont parvenues des associations notamment. Et vous allez donc prendre l'avion ce soir, vous allez donc au Palais Bourbon siéger auprès de la NUP, vous confirmez? Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais revenir sur des propos qui ont été dits par des responsables du Tapura Huir Atira. Lorsque nous avons fait campagne pendant ces 5 mois, moi, par exemple, j'ai rencontré
plus de 80% des conseils municipaux qui sont en majorité Tapura Huiratira. Il n'y a jamais été question de je suis Tavini, vous êtes Tapura, est-ce qu'on négocie des places, etc. Non, c'est des idées. Au Tuamotu, au Hino Enana, j'ai souvent mis en avant les États fédérés de Mahonui parce qu'un objectif, c'est de décentraliser le pouvoir politique et donner plus de moyens à la fois politiques et économiques aux archipels pour se développer. Et nous sommes élus, même si nous sommes élus du Tavini Huiratira, indépendantistes, nous allons quand même continuer de discuter avec ces maires, avec l'Assemblée de la Polynésie, avec le gouvernement de la Polynésie, pas avec le Tapura Huiratira, avec des personnes qui représentent le peuple et qui ont des responsabilités. Nous n'avons pas de couleur politique, on baisse les drapeaux. Il y a certains maires qui m'ont appelé pour pouvoir discuter et travailler ensemble, et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas négocier avec le gouvernement, nous devons nous aligner sur les décisions qui ont été prises par le peuple maori aujourd'hui. Lorsqu'on entend le processus, Touter Etumai sur l'un de vos plateaux avait exprimé sa volonté de mettre en place un processus et que le président Edouard Fitch n'était pas contre. Lorsqu'on parle du remboursement de la CPS, il y avait aussi des élus du Tapura Huiratira qui sont alignés là-dessus. Au final, on est d'accord sur beaucoup de sujets, alors mettons-nous à travailler ensemble. Et c'est quelque chose que nous observerons de très près durant ces 5 prochaines années. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur notre plateau ce soir. Les Français ont livré leur verdict. Le président de la République n'obtient pas la majorité absolue. Jamais dans l'histoire de la Ve République, des élections législatives suivant une présidentielle n'avaient conféré plus faible assise parlementaire à un chef de l'État, 245. C'est le nombre de sièges décrochés par la coalition Ensemble. Et dans les Outre-mer, la NUP obtient un excellent cru. Ses candidats sont largement en tête. Voici la synthèse signée Outre-mer la première. La majorité présidentielle, grande perdante de ces législatives. Les électeurs ultramarins, après la présidentielle, ont de nouveau exprimé leur désamour pour le gouvernement. Première candidate à en faire les frais, la secrétaire d'État à la mer. En Guadeloupe, Justine Bénin, députée sortante, a été battue par un candidat de la NUP. Idem en Guyane pour le député sortant, Lénaïque Adam, représentant Ensemble. Il perd son mandat au profit d'un autre candidat soutenu également par la NUP. Un camouflet pour la République en marche qui pourrait traduire le mécontentement de la population aux Antilles-Guyane. Mécontentement face à la vie chère, à l'obligation vaccinale et à la mise en place du pass sanitaire. Sur les 27 députés élus ultramarins, seuls 3 rejoindront la coalition présidentielle Ensemble, 2 pour la Nouvelle-Calédonie, 1 pour Wallis et Futuna. À noter qu'à La Réunion, 6 des 7 députés ont été élus sous l'étiquette NUP. Autres faits marquants sont les mouvements autonomistes et indépendantistes qui arrivent en force à l'Assemblée et qui, selon toute vraisemblance, devraient venir grossir les rangs des députés NUP. Illustration avec la Martinique, ces territoires portent en tête un autonomiste et 3 indépendantistes. Historique, les 3 députés de la Polynésie française sont tous indépendantistes. Autre spécificité de ces élections en Outre-mer, les électeurs ont choisi une nouvelle génération de députés. Pour moitié, ce sont de nouveaux venus. Thémataï Le Gaïc, député de la première circonscription de Polynésie, deviendrait à 21 ans le Benjamin de l'Assemblée. Mayotte, en revanche, ne suit pas la tendance des autres départements d'Outre-mer, en n'élisant aucun représentant de la NUP ni de la majorité présidentielle. Et la Polynésie et l'Assemblée nationale, c'est une vieille histoire qui débute en 1949 quand Povana O'Upa franchit pour la première fois les portes du Palais Bourbon. C'est le commencement d'une longue série de successions chaotiques avec en point d'orgue en 2022 l'inattendue élection pour la Polynésie de 3 députés souverainistes. On voit cela avec Tomater Iteporwar et Heyar Ipruni. Povana O'Upa et l'Assemblée nationale, une vieille histoire qui démarre en 1949. C'est la 4e République avec ses 3 législatures. En 1958, la 5e République s'installe, le Meto est réélu. 1960, la justice coloniale le condamne. Son mandat est écourté, des partiels sont organisés. C'est son fils Marcel qui est élu. Celui-ci décédera en 1962 et sera remplacé par John Tiariki jusqu'en 1967. John Tiariki, le fondateur du Hiriaya. 1967, l'année de l'entrée en action de Francis Sanford du EAP, qui aura à son actif 3 mandats de député.
1978, Jean Juventin et Gaston Flan sont élus sur 2 mandats, mais Jean Juventin perd le sien au cours du 2e mandat au bénéfice de toute Salman. Arrivent les jeunes du Tahoeira, Alexandre Leontiev et Édouard Fritsch. Puis l'éclatement, Alexandre Leontiev gagne une majorité et fait élire Émile Vernodon, le maire de Mahina. Nous sommes en 1988. Et puis, c'est l'entente Hireaya Tahoeira, le duo Juventin-Flas remet ça jusqu'en 1997. Michel Bouillard, Émile Vernodon, Béatrice Vernodon et Bruno Sandras franchissent tour à tour les portes du Palais Bourbon. Une surprise à la fin de cette législature, en 2012, le rituel parlementaire pour Édouard Fritsch et Jean-Paul Touaïwa, puis Maïna Sage en remplacement du président Fritsch avec Jonas Tahuetu, réélu et élu en 2017. Maïna Sage, Nicole Sonker, Boytei Broderson arrivent en fin de mandat. L'Assemblée nationale, un éternel recommencement. Et pour clore ce chapitre, Jean-Christophe Bouissou, le vice-président et porte-parole du gouvernement, sera l'invité café demain. Dans l'actualité aussi, un incendie s'est déclenché hier dans la nuit à Taha, dans la commune de Patio. Il était environ 1h30 du matin lorsqu'une maison a pris feu. Une dispute conjugale en serait à l'origine. La femme a été grièvement brûlée et a dû être évacuée au CHT de Taoné. Quant à son compagnon, lui aussi victime, a été évacué à l'hôpital d'Outuroa. Du sport, à présent, 4 médailles d'or pour les rameurs aux îles Mariannes. Les garçons et les filles décrochent la première place du podium en V12. Hinatia Bernardino remporte aussi sa série en V1, 500 mètres. Hiromana Flores dans sa catégorie. Et en triathlon masculin, Benjamin Zorniotti était le premier athlète à avoir franchi la ligne d'arrivée. Résumé de cette journée de compétition après ce journal. Et c'était l'événement sportif à la fois intense et convivial dans 4 disciplines. Ils étaient près de 200 à s'être donné rendez-vous à Pirée hier pour la 10e édition de la Grimpette du Belvédère. Organisée par l'association SOS Suicide, elle avait pour but de récolter des fonds afin de financer sa ligne téléphonique de crise. Ainsi, en course à pied, Francky Maret Atas octroie la victoire en réalisant le parcours de 6 km. Herehau Laurent arrive premier en vélo à assistance électrique. En VTT, Teva Poulain de Feipi est le premier à franchir la ligne d'arrivée en 28 minutes et 9 secondes. Et enfin, en cross-training, le duo Raymana Marouake et Rayhawar Imama remportent la médaille d'or. Pour clore cette édition, nous partons à Rangiroa. On aurait pu penser que ce paradis pour les plongeurs aurait attiré les papas en quête de soleil et d'eau claire. Mais ce dimanche, le village était désert. Et la fête des pères peut ou pas du tout célébrée. Jacques Damour et Hitimanaki. L'atoll bénéficie d'une renommée internationale en matière de plongée sous-marine. Mais il n'empêche que le dimanche, les habitants se font rares et discrets. Vous croiserez plus fréquemment nos amis à 4 pattes dans le village, mais c'est aussi cela, la vie au Tuamotu. Mais il n'empêche qu'on ne déroge pas au rituel du culte. Je ne sais pas si les jeunes, ils portaient aussi la fête de son papa. Je ne sais pas, mais à la maison, mais nous, avant, on fait la petite fête, pas grande fête, c'est la petite fête pour le papa. Il faut qu'on revienne à la messe tous les dimanches pour prier, pour demander d'aide au Seigneur. Il n'y a que lui, on peut t'aider. Toute la famille, toute la population. Seulement voilà, la matinée n'est pas prête de se terminer, qui plus est en ce jour de fête des pères. On va aller voir d'autres familles, justement pour vivre avec eux la fête des pères d'aujourd'hui. Quelques kilomètres plus loin, la cité des dauphins, à la passe de Tiputa, reste une halte incontournable pour les touristes, fête des pères ou pas. Je suis un papa comblé déjà parce que j'ai 3 jolies petites filles et ensuite je suis à Rangiroa devant un spectacle absolument magnifique avec des sauts de dauphins. Et ce matin, même les Polynésiennes sur le port m'ont souhaité la fête des pères. C'est la première fois que ça m'arrive de prendre toute cette dimension sociale de la fête des pères. C'est très agréable. J'ai déjà fait un bracelet pour lui avec une dame que j'ai rencontrée à la porte, aux portes. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir de préparer ça. Et peut-être on va faire un joli restaurant ce soir ensemble pour la fête du père. Et un beau cadeau de ce vaste océan si généreux en ce jour pour tous les papas du Fénoua.
L'information principale de ce journal est politique, évidemment. La majorité des votants a donc choisi de faire confiance à 3 députés souverainistes, une première historique dans l'histoire politique de ce pays. Tematai Le Gaïk, Steve Chaillot et enfin Moetai Broderson sont les grands vainqueurs de ce second tour. Ils s'envolent ce soir pour Paris. Le 21 juin marquera la fin de la 15e législature et le 28 juin à 15h débutera la première séance publique de la 16e législature. Elle sera présidée par le député le plus âgé, assisté par les 6 plus jeunes élus, dont Tematai Le Gaïk. Un coup d'œil sur l'agenda de la semaine. Mercredi sera une journée nationale dédiée à la réflexion sur le don d'organes et la greffe. Vendredi, nous connaîtrons le nom de la 61e Miss Haiti et enfin un grand rendez-vous du Va'a samedi avec le Te Aito. Tahiti Info titre également sur les élections législatives avec ce titre « La Razzia ». À suivre sur la première 2 épisodes de la série For Life, puis un film de romance, Un automne à Mountain View. Le personnel se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité. C'était un réel plaisir de travailler pour vous, d'être à vos côtés ce week-end et tout au long de cette campagne afin de vous faire vivre ce scrutin démocratique. Merci d'avoir été au rendez-vous. Nous vous souhaitons une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain. On se quitte sur ces quelques images capturées un peu partout en Polynésie. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.